et bienvenue pour la 4e et dernière conférence de cette année qui est donnée dans le cadre des activités de la Bibliothèque royale des Riches-Clercs, que je remercie au passage. Cette année, j'avais choisi d'évoquer le grand thème de la peinture, allant toujours de l'ancien vers le contemporain. Ainsi, j'avais choisi le portrait, la nature morte, le paysage, et je me suis très vite rendu compte qu'en fait, il fallait réduire chaque fois l'objectif. Ainsi, pour les portraits, j'ai préféré parler des autoportraits. Et puis, en ouvrant la page des autoportraits, je me suis rendu compte qu'il y avait encore un aspect qui était intéressant, c'était l'autoportrait peint par des femmes peintres. La nature morte, c'est pareil. Je me suis limité aux bouquets de fleurs et à ce qu'on appelle les tables de repas. Alors ici, le paysage, qu'allions-nous faire? Eh bien, on pourrait peut-être commencer par une question qui s'adresse à vous directement. Par quel paysage êtes-vous attiré? Et en cette période où on prépare les vacances, la question est peut-être intéressante. On pourrait faire cela un petit peu comme lorsque on va chez un homéopathe pour la première fois et qu'il vous demande êtes-vous plutôt du matin ou plutôt du soir? Préférez-vous le sucré ou le salé? Eh bien, de la même manière, je pourrais dire ici qu'on est devant un paysage méditerranéen, devant cette espèce de beauté tout en harmonie. Il y a à peine quelques nuages dans le ciel, la mer est calme, il y a cette végétation qui nous fait plaisir à voir, on sent la chaleur. C'est une beauté qui, comme dit Stendhal, est porteuse de bonheur. De la même façon, vous pourriez dire, non, moi je préfère un autre type de beauté, mais qui au fond est même dans la même catégorie, les jardins italiens par exemple, où on voit que par la présence de la statuaire, il y a une sorte d'entente, d'amitié, d'harmonie entre l'esprit des hommes, l'esprit du jardinier, l'esprit de l'architecte, l'esprit de l'eau, l'esprit des végétaux qui sont là. Par contre, on peut imaginer aussi que vous soyez davantage attiré par les grands sommets, les sommets presque inatteignable, cette espèce de masse montagneuse, souvent terminée par les neiges éternelles. Alors là, c'est le défi de l'escalade. De la même façon, combien de personnes ne se pressent-elles pas pour voir une mer démontée? Donc de nouveau, cette espèce d'énergie de la terre, d'énergie de la mer, d'énergie des vents, qui comme ça vient heurter en fait cette espèce d'harmonie. On n'est plus très clairement dans le cadre de cette beauté méditerranéenne. On pourrait aussi dire la même chose pour le volcan. Alors c'est pareil avec un troisième lieu comme ça, aussi haut en tension, c'est le volcan. Alors d'un côté on a l'alpiniste, de l'autre côté on a le surfeur par exemple. Ici on a par exemple le couple Kraft qui s'approchait tellement d'un volcan que finalement le volcan a fini par les absorber. Alors bien sûr, d'un côté, il y a donc cette nature apaisée, cette nature jardinée, et de l'autre, on a peut-être une nature qui est beaucoup plus menaçante, qui est proche d'une menace de catastrophe et qui induit davantage le terme sublime. Alors c'est un peu ça qu'on va essayer d'observer et d'analyser, de voir comment finalement les artistes vont faire l'expérience de ces lieux, parce qu'il y a d'abord une expérience des lieux, et comment ils vont trouver les moyens plastiques pour exprimer cette idée de sublime. On va essayer de suivre cela à partir de la naissance du sublime, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, et puis on va passer assez rapidement à notre époque, parce que, en fait, les situations ont énormément changé, et le rapport de l'homme à la nature a également pas mal changé. Pour bien comprendre où je veux en venir, je pourrais citer l'un des artistes qui a peut-être excellé dans le cadre du sublime, c'est William Turner. Or, il faut savoir que William Turner était un peintre fasciné par l'Italie et fasciné par le classicisme français d'Italie, c'est-à-dire Nicolas Poussin et Claude Lorrain. Claude Lorrain au point qu'il a demandé, lorsqu'il a fait sa donation au musée londonien, que la toile de Claude Lorrain accompagne la sienne. Or, voici cette toile de Claude Lorrain. C'est un port de mer avec l'embarquement de la reine de Saba. Et on va observer en quoi c'est classique. Alors, d'abord, vous avez un élément, une composition qui a l'air centrée. Elle a l'air centrée. En fait, lorsqu'on y regarde de plus près,
on pourrait imaginer que ce côté centré va aboutir au soleil. Or, si on suit les perspectives données par les architectures ou les bords ici de pierre, on s'aperçoit qu'on ne rejoint pas du tout le soleil, mais on rejoint le bateau, la caravelle. C'est l'embarquement. Et le soleil est donc légèrement décentré, en fait à équidistance presque de cet autre élément qui est la tour. D'un côté, on a une lumière, une ouverture, de l'autre, on a la tour qui referme l'espace. Cette idée de refermer l'espace, on la trouve évidemment sur les côtés ici et de l'autre côté là aussi. On le trouve également au niveau de l'avant-plan ici. Donc on a en quelque sorte cadré la scène. On l'a aussi refermé à la fois par ces constructions ici, le port qui se referme, voire même le début de montagne qui se trouve dans le fond, et ce soleil qui est placé, je dirais, en fin de journée, donc au moment où les choses se calment, offre son reflet directement au personnage du premier plan ici, mais de manière, comme vous voyez, assez délicate, assez douce. En fait, ce tableau va inspirer cet autre tableau de Turner, Dido construisant Carthage. Or, dans ce tableau de Turner, apparemment, c'est la même chose. On retrouve le soleil, on retrouve des constructions à droite, des constructions à gauche, on retrouve l'eau, sauf que d'abord, le soleil est placé beaucoup plus haut. Qu'ensuite, il n'y a pas ici de caravelle, mais au contraire, une architecture. Que cette architecture, elle repose non pas sur un embarcadère rectiligne, mais sur des rochers qui se prolongent fort en hauteur dans la partie droite, qui sont accompagnés par cet arbre ici. Et en termes d'architecture, on a quitté un petit peu l'orthogonalité qui était celle de Claude Lorrain, pour ici la trace de ruines, davantage d'arcades, et ici une architecture courbe. En plus, on a supprimé l'avant-plan. On est directement au niveau de l'espace de l'eau. Et les rayons du soleil traversent cette arcade ici et viennent sans interruption directement nous chercher. Autrement dit, on a inversé le principe de perspective. Plutôt que d'aller vers la caravelle, on vient plutôt de cette architecture du fond vers les avant-plans. On n'a plus non plus de recul, de protection, je dirais, par l'avant-plan. Et tout autour, c'est beaucoup plus rocailleux. En fait, ici, Turner est en train de glisser du classicisme vers, en fait, le sublime. On va voir, bien sûr, des tableaux où cette idée de sublime va davantage s'exprimer. En fait, le terme sublime a été mis à l'honneur en 1757 par un écrit de Edmund Burke. Edmund Burke qui, au fond, définit le sublime à partir d'un type de paysage qui est sauvage et qui est immense, qui provoque aussi à la fois une fascination et une horreur aussi, comme si quelque chose d'épouvantable allait se passer. Il y a quelques termes qu'on peut retrouver dans son texte, par exemple, ces monstruosités inspirantes, ou une violence qui déséquilibre, ou encore un paysage qui précipite l'esprit hors de lui-même. Alors, ça se passe en fait, cette apparition du sublime, pas à n'importe quel moment. Ça se passe au XVIIIe siècle, 1757, c'est-à-dire la deuxième moitié du XVIIIe. On est en plein dans le siècle des Lumières, d'une part. Mais il y a trois éléments qui vont se réunir, en fait, pour créer le sublime. D'abord, il y a des faits. Il y a des faits, et par exemple, le Vésuve. Le Vésuve s'est bien réveillé en 1631, donc bien avant, en faisant 4000 morts, mais c'est surtout à partir de 1737 que les éruptions du volcan vont se faire beaucoup plus nombreuses. Et donc attirer un nouveau type de touristes, ces touristes qui aiment justement ces extrêmes. Et donc aussi certains peintres, comme ici le français Vollert, Pierre-Jacques Vollert, qui va faire du volcan un thème pittoresque, c'est-à-dire un type de peinture que les touristes vont acquérir et qui vont donner lieu du reste à une autre école de peintres à la gouache qui vont vraiment multiplier les vues de ce volcan, vues de cette manière. On n'est pas là dans le pittoresque. Vous voyez qu'ici, par exemple, le feu, on ne voit pas très bien le volcan.
et on verra dans un autre tableau de Wohler, c'est davantage une lumière qui s'élève dans le ciel, alors que devant, il y a des personnes qui assistent à ce spectacle sans être très impressionnés, sans être très inquiétés en tout cas par le spectacle. Deuxième fait de catastrophe, je dirais, ce sont les tremblements de terre. Un tremblement de terre en 1755 à Lisbonne. Alors il faut savoir que le tremblement de terre de Lisbonne, il est de niveau 9. Ça veut dire qu'il va être suivi par un tsunami extraordinaire, par des incendies de toute la ville. Il y a 25 000 morts, 18 000 édifices détruits. Et puis, avec le tsunami et les répliques de tremblements de terre, on arrivera finalement à 60 000 morts. Donc c'est une véritable catastrophe. Mais cette catastrophe, elle arrive le 1er novembre, 9 h du matin. C'est-à-dire le jour de la Toussaint, c'est le jour des morts. Et donc l'interprétation, la première interprétation, c'est de dire on revit le déluge. C'est évidemment biblique. Il y a quelque chose de tellement lié à la religion. Or, comme on est aussi au siècle des Lumières, certains vont s'engager dans le débat, comme Jean-Jacques Rousseau et Voltaire, qui vont au contraire dire pas du tout, on va essayer d'expliquer pourquoi il y a eu ce tremblement de terre et pourquoi il y a eu ce tsunami. Il y en a un autre en 1783, c'est dans tout le sud de l'Italie qui bouge, et particulièrement Messine. Et là aussi, on a lieu à un tsunami. C'est une catastrophe qui, comme celle, un peu moins quand même que celle de Lisbonne, qu'on avait ressentie jusqu'aux Pays-Bas et qu'on a ressentie jusqu'en Suisse. Ici, c'est quand même un peu moindre, mais ça fait quand même beaucoup de dégâts. Mais surtout, pour la première fois, des scientifiques vont venir étudier le phénomène, vont venir essayer de comprendre de quoi il retourne. Enfin, troisième fait bien réel, c'est le nombre de tempêtes et donc le nombre de naufrages qui inspireront entre autres Paul et Virginie. On est, deuxième élément, au siècle des Lumières, comme je disais. Ça veut dire que des personnalités vont tenter de comprendre pendant cette période les mécanismes de la nature, la typologie, on va essayer de classer, on va essayer de comprendre les germinations, on va essayer de comprendre les différenciations. Et parmi tous ces grands chercheurs, on pourrait citer Buffon par exemple, certains vont aussi imaginer de nouvelles sciences comme la géologie, la minéralogie, la météorologie, voilà toute une série, la glaciologie, toute une série de rubriques, je dirais, scientifiques qui vont apparaître pendant cette période. Et il faut savoir que là encore, l'idée du déluge est toujours au-dessus des têtes, mais que certains vont avancer l'idée de catastrophe nécessaire justement à la vie de la Terre. Et ce serait évidemment le catastrophisme de Cuvier au XIXe siècle. Or, le peintre participe à ces expériences. Et ici, je vous montre une peinture de Wright of Derby, qui est un artiste anglais, ténébriste, donc lointain successeur du Caravage, qui ici nous montre une scène, une expérience, un groupe de spectateurs, d'amateurs. Certains sont effrayés, il y a des enfants, il y a des femmes, certains se cachent, se voilent la face, d'autres en discutent, certains sont beaucoup plus passionnés. En fait, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est une pompe à air. Et cette pompe à air, en fait, dans cette pompe à air, l'expérimentateur va mettre un oiseau. Et puis, il va retirer l'air. Et on regarde ce qui se passe. Et bien sûr, l'oiseau meurt. Et donc, on tire la conclusion que l'air est indispensable à la vie. Voilà le genre d'expérience, le genre de peinture qu'on va trouver. Ce Wright of Derby était très lié au monde industriel de l'Angleterre de cette période. Alors, en effet, l'œil du peintre va participer parfois à ces observations. Il va surtout essayer soit d'être à côté des artistes, soit à côté d'exprimer ses sensations propres face à ce paysage. Et là, on rejoint évidemment le sublime. Et puis, troisième élément, c'est qu'au même moment, de la même façon qu'on cherche l'origine et l'histoire de la Terre, eh bien, on va avoir aussi un courant qu'on appelle le romantisme noir, qui va chercher à l'intérieur de chaque personne, à l'intérieur de la psyché, ses parts d'ombre, ses parts de feu, ses parts de glace, ses parts de catastrophes qui se trouvent à l'intérieur de soi-même. Et ici, je vous montre un tableau de Fuseli qui s'appelle Le Cauchemar. » 'cauchemar. 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 » 'cauch
Je vais, avec vous, tenter de voir 3 types de paysages. La mer déchaînée, le volcan, la montagne. Alors commençons par la mer déchaînée, avec ce tableau de Joseph Vernet, qui est un des précurseurs, puisque lui, son œuvre remonte au milieu du XVIIIe siècle, et on sait que c'est quelqu'un qui a aussi voulu savoir comment se passait une tempête, comment on se vivait une tempête, quelle était la qualité du ciel, les impressions qu'on pouvait avoir. Et ainsi, un jour, il doit rejoindre l'Italie, il est à Marseille, et on lui dit « prenez pas le bateau parce qu'il va y avoir une tempête ». Et il répond « ben non, moi justement, je veux embarquer pour vivre ce qu'est une tempête ». Alors voilà, ici dans ce tableau, une tempête, avec ce ciel rempli de nuages, ces pluies qui s'abattent sur la mer, et on voit que le personnage qui voudrait aider se trouve sur cette partie gauche de la composition, comme un appel qui irait vers la droite, mais si on suit la direction, on arrive juste à cet endroit-ci, c'est-à-dire à l'endroit où la caravelle se voit fracasser sur le rocher. Donc au fond, les énergies viennent du fond vers l'avant. Du fond vers l'avant, avec ici cette barque qui est complètement chahutée, ces vagues qui amènent cette lumière vers cette partie-ci, cette lumière qui se retrouve ici. Et au fond, on est dans un paysage un peu catastrophe, en effet. On n'est pas encore tout à fait dans le sublime. Parce que regardez un autre tableau qu'il a réalisé et qui est, à mon sens, beaucoup plus intéressant au niveau de la plasticité du sublime. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On a un axe qui est assez clairement précisé, qui est celui-ci, qui est ce bateau qui tombe. Je vous ai assez régulièrement parlé des études, des analyses que Kandinsky avait fait par rapport à la gauche, la droite, le haut, le bas, pour montrer comment certains tableaux donnaient plutôt l'impression d'un certain apaisement, d'une victoire vers la lumière. De l'autre côté, ce qu'il appelle un axe dramatique, qui est un axe beaucoup plus inquiétant. Ici, cet axe-là, qui part du bas à gauche vers le haut à droite, devrait être un axe lyrique. Or, il se fait que dans la partie haute, à droite ici, on a le rocher, très sombre, qui se recourbe même vers l'intérieur de la composition, donc un mur infranchissable, ce n'est pas du tout une victoire. Au bas de là, il y a les seules grandes lumières, mais ce sont des lumières en remous, complètement. Et au fond, le mât, ici, vient s'écraser dans les parties basses de cette partie droite, c'est-à-dire revient vers le sol, revient vers quelque chose qui est davantage dramatique. Il se fait que, si on suit cette oblique, on arrive aussi à ce que j'appellerais ici une couleur d'articulation. C'est-à-dire, on est vraiment dans une articulation presque osseuse. Vous voyez, il y a un axe qui va vers la droite, et puis automatiquement à cet endroit-là, et quand on fixe bien la figure habillée de rouge, on voit bien qu'elle-même, par son geste, est sur 2 directions à la fois, eh bien, elle indique aussi cette autre direction qui est celle-ci. Or, si on suit cette direction, on n'aboutit pas au bateau, mais on aboutit ici à la colère du ciel, c'est-à-dire au feu, à l'éclair. Et si on suit cet éclair, qui est aussi un élément qui passionnait les scientifiques et les artistes à l'époque, eh bien, on voit qu'on arrive ici, c'est-à-dire exactement à la verticale du personnage en rouge. Donc vous voyez qu'on est à la fois tiraillé entre cette catastrophe qui est là, et puis cet élément qui est au fond l'origine de cette colère, qui est l'éclair, qui sont les nuages et qui sont là-haut. Le tout, bien sûr, se passant de manière nocturne, ce qui ajoute évidemment au sentiment sublime de la composition. Alors ici, on a une autre technique pour créer le sublime qui va avoir pas mal de fortune du reste, c'est créer ce que j'ai envie d'appeler un vortex. C'est-à-dire que cette fois, vous avez à la fois les vagues qui vont frapper cet élément rocheux sur le plan moyen, le bateau qui vient s'écraser sur les roches, mais vous avez surtout une nouvelle impulsion, je dirais, donnée par le travail sur le ciel. Et alors vous avez ce mouvement du ciel,
ouais, qui vient, qui tournoie, et qui accentue encore le mouvement dans un sens contraire à celui des vagues. Ouais. Les vagues, elles vont plutôt vers le haut, le ciel vient plutôt vers le bas, hein, et on a vraiment cette idée de tournoiement, cette idée d'énergie avec ce trou au fond un peu bleu comme ça, mais là on est vraiment dans une des caractéristiques de la peinture sublime. Alors, bien sûr, ce côté vortex va être une des utilisations faites par Turner. Donc voici ici une tempête de neige. Alors on voit un peu le bateau qui est là, au centre, avec ce mât qui est extrêmement fragile. Hein. Turner qui lui aussi avait bien vécu une tempête sur un bateau, voir comment ça se faisait. Mais ici, Turner ajoute quelque chose de fondamental, qui est l'écriture. Oui, dans le tableau précédent, l'écriture est encore classique, finalement. Ici, avec Turner, on a une écriture qui se fait par petits gestes nerveux, des tracés qui ne cernent plus une forme, et donc qui provoquent une espèce d'indistinct. Mais cet indistinct, c'est aussi l'indistinct de la profondeur. C'est-à-dire qu'on voit que ce qui est traité, c'est l'air, en fait. C'est l'air qui est complètement bouleversé par cette tempête et qui mélange tous les éléments, que ce soit le ciel, l'eau, même le bateau qui est pris dedans, et même cet élément un peu de feu qui est là au centre de la composition. Tout cela part, et c'est le cas de le dire, en fumée, hein, mais part en quelque chose d'impalpable. Et comme c'est impalpable, eh bien cette catastrophe est une menace. C'est évidemment une menace. Alors enfin, la tempête, elle peut aussi être, au fond, imaginée. Imaginée par quelqu'un qui pourtant a souvent des rapports avec des scientifiques, qui est John Martin, qui est un artiste anglais, et qui, en 1834, peint ici ce tableau qu'il appelle le déluge. Ça veut dire qu'on retrouve en effet ces éléments de vortex que j'ai évoqués tout à l'heure, mais on a quasi un tsunami qui arrive par ici, on a des éboulements par là, donc on mélange à la fois l'eau, toutes les catastrophes géologiques, les catastrophes de l'océan, les catastrophes du ciel, tout ça se passe la nuit, la lune est bien sûr voilée, on la voit à peine, et puis il y a cet élément-là qui paraît au départ un peu incompréhensible, puisque ça ne peut pas être un éclair, regardez d'où il part, non, c'est autre chose. Eh bien, on sait que John Martin était entre autres assez lié à Ohm. Ça rappelle peut-être des choses, peut-être des bons ou des mauvais souvenirs à ceux qui suivaient les cours de physique à l'Athénée, nous au lycée. La loi de Ohm, une loi directement liée à l'électricité. Donc c'est un des fondateurs de la compréhension de l'électricité. Et ici, on a plutôt cette sorte d'énergie, au fond, qu'on ne voit pas, l'électricité, et qui vient frapper ici le personnage central, qui est emmené, comme ses acolytes du reste, dans cette espèce de fureur de la nature. Deuxième thème, c'est celui du volcan. Je parlais de Wohler tout à l'heure, Pierre-Jacques Wohler. Eh bien, voyez ici, et c'est pour ça que je vous montre le tableau, c'est pour pouvoir comparer après, on a de nouveau, dans la partie basse, des spectateurs qui n'ont pas l'air particulièrement effrayés, si vous les regardez ceci, là ils discutent, hein, là ils observent, ils sont séparés du volcan par l'eau, le bateau continue sa course, il y a encore une ville qui est ici, et ce volcan il est là dans le lointain, un peu dans l'ombre, il n'est pas incandescent, il crache en fait ce feu, mais regardez même la forme de la lumière ici, hein, qui vient encadrer la lune qui est là. Eh bien, ici, il n'y a pas véritablement un jaillissement, il n'y a pas une forme. C'est vraiment du pittoresque, c'est vraiment une observation pour se souvenir de quelque chose sans effrayer le spectateur. Et même lorsque Pierre-Jacques Wohler fait un tableau comme ici de nuit, eh bien cette nuit, elle est davantage une nuit d'incendie, je dirais, qu'une nuit d'éruption volcanique. Cette façon de présenter cet incendie pourrait évoquer Jérôme Bosch, par exemple, ou d'autres artistes, mais nous éloigne un petit peu du phénomène naturel du volcan. Par contre, regardez ici, ce peintre qu'on a déjà rencontré tout à l'heure,
avec la pompe à air, hein, c'est Wright of Derby, eh bien lui, il renoue, comme on l'a vu pour la tempête, avec le rôle joué par le ciel qui emporte ses cendres au loin au-dessus d'une mer qui reste calme. Donc il y a ce contraste entre la mer assez calme, éclairée par une lumière de pleine lune, et puis d'un autre côté, un avant-plan très sombre, une protection ici, et puis la montagne tout en rouge, avec toutes ces coulées de lave, ces coulées de feu, qui continuent ici à se répandre vers la mer. Mais finalement, quand on regarde cette montagne, ce n'est pas là véritablement le spectacle. Le spectacle, il est ici. Il est dans cette espèce d'opposition extrêmement violente, hein, qui révèle l'énergie de ce volcan, plus que les conséquences de la lave ou des fumées. Et tout cela s'exprime à travers ce ciel de nuit. Alors, bien sûr, on va retrouver les mêmes, Turner. Et vous voyez bien ce que Turner ajoute ici. Hein, la montagne est bien présente, l'énergie l'est aussi, par un contraste égal, mais quand même un peu moins artificiel que celui-là. Et puis, il y a de nouveau la gestuelle, l'écriture, qui fait que ce volcan non seulement peut se lire en deux dimensions, hein, il est au loin, il s'étire au loin, mais on sent aussi que certains éléments reviennent vers nous par le haut. Hein, je pense à tout ce travail qui est ici et qui a l'air de faire revenir ces cendres vers les avant-plans et donc à ce moment-là menacer davantage les personnes qui se trouvent ici aux avant-plans, avec non plus le soleil qu'on a vu tout à l'heure en Italie, mais la lumière du volcan qui vient ici rechercher cette silhouette noire. Une fois encore, chez John Martin, vous savez, celui qui avait peint le déluge tout à l'heure, eh bien, ici, il nous propose la destruction de Pompéi et d'Herculanum dans une espèce de délire imaginaire de ce que pourrait être un volcan, une bouche ouverte aussi bien des profondeurs, obstruant tout à fait le ciel tout autour, et prenant dans ce tourbillon, je dirais, à la fois la ville, l'eau qui est ici, regardez les bateaux qui sont là, hein, et les personnages, bien sûr, qui vont subir le sort de la vengeance de la terre qui est ici. On a aussi ici deux perspectives, l'une qui plongeante vers l'eau, et l'autre relevée vers ces éléments-là. Celle-là allant vers les fonds, celle-là venant des fonds. Et dans cette espèce d'opposition, de combat, de contraste, se trouve évidemment ce déséquilibre dans lequel l'homme va se placer. Aussi dans le monumental, c'est-à-dire que les personnages sont toujours très petits par rapport au spectacle qui leur est proposé. À la fin du XIXe siècle, la photographie va mettre un terme, en fait, à ces peintures de volcans, puisque là, on va avoir vraiment ces documents. Et donc, les volcans vont beaucoup moins intéresser les peintres ou vont les intéresser autrement. Par exemple, ici, en 1883, au large de Sumatra, il y a une éruption volcanique extraordinaire, terriblement puissante, puisque on va la ressentir très très loin. Il y a du feu sur 27 km de hauteur, des fumées sur 80 km. Et donc tout cela va se répandre dans le ciel, va obscurcir le ciel, au point que la température va diminuer. La température de la Terre, hein, pas simplement de la région de Sumatra, mais de la Terre entière, va diminuer de 1/4 de degré, parfois dans certaines zones de plus de 1 degré. Et il faudra attendre 3 ans pour que la météo retrouve de nouveau son rythme, je dirais, de croisière. Et ces nuages vont se répandre partout, parfois même jusqu'au nord de l'Europe, au point que certains historiens, parce qu'il y a concordance de temps, et que ces nuages vont se répandre pendant 5 ans autour de la Terre, et ces nuages de cendres font apparaître, on appelle ça des nuages noctulescents, ces nuages qui vont faire apparaître les couchers de soleil beaucoup plus vifs, beaucoup plus violents. Il va y avoir des couleurs dans le ciel qui sont vraiment des couleurs agressives, au point qu'à Londres,
un soir, les habitants vont appeler les pompiers parce qu'ils ont l'impression qu'il y a un incendie monumental qui s'est créé à Londres. C'est simplement le fait de la présence de ces cendres particulières, gorgées de soufre par exemple, dans le ciel. Et pour certains historiens, le cri de Munch, le ciel du cri de Munch, serait directement inspiré par la peur aussi de voir un ciel qui subitement n'est plus le ciel auquel on est habitué. Et puis, il y a la haute montagne. La haute montagne que de plus en plus de touristes vont vouloir traverser, que les peintres vont traverser aussi. Autour de l'Italie, on va voir s'adjoindre le Tour des Alpes. Et bien sûr, toute une série de peintres vont aussi aller là comme observateurs. C'est le cas de Caspar Wolf. Vous voyez qu'ici, nous avons ces observateurs bien installés avec leurs petits parasols pour se protéger du soleil, la canne, le chien il se demande où il est arrivé, et sur ces grands rochers monumentaux, ils observent le spectacle. Et c'est un spectacle d'un glacier. Il y a les montagnes qui sont sur la gauche, ici il y a une ouverture, donc à partir d'ici il y a une sorte de perspective qui peut aller vers les fonds. Il y a cette grande zone triangulaire sur la gauche qui est comme une espèce d'avant-poste si vous voulez. Et ce glacier n'est, ma foi, pas très impressionnant. La seule chose qu'on note, c'est en effet le profil des roches. Ce sont cette géologie un peu particulière qu'on trouve parfois dans les Alpes. Ce sont ces gros rochers qui ne peuvent manifestement pas être des rochers d'une vallée habituelle. Donc, on est dans le cadre d'observation. Mais, en observant, ce sera aussi le cas pour Turner, on découvre parfois aussi une monumentalité. Et c'est celle de ce glacier. Alors cette fois, regardez, on retrouve l'élément de rupture d'échelle, ici. On retrouve les différentes étapes de la formation du glacier et finalement ici son avancée ultime avec les moraines tout à fait à l'avant-plan. Et donc là, on a au contraire une montagne qui rejette en quelque sorte quelque chose et qui menace cette partie-ci. Si jamais elle pouvait encore s'avancer, que deviendraient ces personnages? Donc ce côté sublime au fond de ce paysage qui nous déstabilise un petit peu et qu'on retrouvera, cette idée-là, on la retrouvera dans une photographie d'un film qui clôturera la conférence. Alors la glace, bien sûr, c'est Friedrich aussi, ce tableau très connu, mais la glace de Friedrich, c'est pas seulement un navire qui va être englouti par la puissance des glaces, c'est aussi replacer les glaces dans le destin de la nature, tel que Friedrich la conçoit et tel que Buffon la concevait aussi. C'est-à-dire qu'à l'origine de la Terre, il y aurait du feu, et la glace signifierait la fin et le destin de la Terre. C'est-à-dire qu'ici, Friedrich, un peu en romantique allemand, évidemment, en solitaire aussi, par rapport à l'immensité de la nature, désigne ces glaces comme le symbole de la fin, au fond, de la Terre. Alors, évidemment, il peut méditer sur sa solitude au sommet d'une montagne, mais pourtant, Friedrich n'a jamais été dans les Alpes. Il n'a jamais été dans les Alpes et pourtant, il propose ici une vue des Alpes. Comment fait-il ? Eh bien, il s'inspire d'un tableau d'un de ses compatriotes, qui s'appelle Richter, et qui a, lui, été dans les Alpes, et qui reproduit de manière très documentaire, je dirais très pittoresque aussi, la petite cascade, la cascade ici, le ruisseau, le petit mazo, puis on est au niveau de la forêt, puis on arrive au niveau des alpages, et puis derrière, il y a les montagnes. Friedrich en fait cela. Il en fait cela avec, au départ, cette histoire de la Terre, ces roches, ces rochers, puis une deuxième montagne, puis une troisième montagne, puis la quatrième, qui est au fond ce sommet. Et pour Friedrich, cette montagne, elle symbolise vraiment l'essence de Dieu. C'est-à-dire, on est dans le sublime le plus total, puis on atteint, on montre, on désigne cet inaccessible qu'est le Dieu. C'est ainsi que Friedrich voit, lui, les Alpes. Par contre, un de ses compatriotes, de même époque que lui, Carus, est un peintre qui a documenté l'étude des nuages, par exemple, mais il a aussi fait le voyage de Suisse.
Et en faisant le voyage de Suisse, même s'il veut d'abord désigner le caractère des roches et puis après soumettre ses observations à des scientifiques, à des géologues, il n'empêche qu'il est devant un paysage sublime qu'il traite avec qu'il observe simplement avec cette espèce de triangle inversé qui nous mène en fait à un gouffre, c'est-à-dire à quelque chose qu'on ne verra pas mais qui nous attire et qui pourrait nous détruire et qui est précédé par le symbole de l'arbre mort ici à l'avant-plan. Opposition entre parties très sombres, entre parties très claires, mais surtout vertige ici, qui est une des caractéristiques évidemment du sublime. De la même façon, on peut imaginer un déséquilibre. Déséquilibre ici, menace de ces roches qui sont en aplomb, mais aussi manque de netteté par rapport aux profondeurs. Un petit peu comme chez Turner, on est un peu dans le brouillard, on ne sait plus exactement où se trouvent les choses, ce qui est exactement ce qu'on voit lorsqu'on va en montagne. Alors Turner, Turner lui aussi documente, mais pas pour les mêmes raisons, c'est pas pour l'étude de la géologie. Turner, c'est un peintre, un vrai peintre et un peintre de lumière. Donc ce qui l'intéresse en faisant ce voyage qui va l'amener en Italie, en traversant la Suisse, c'est tout aussi bien de s'arrêter au bord du lac de Lucerne que de traverser les vallées, que de grimper très très haut. Et chaque fois, il prend des notes, il crayonne, il revient dans son hôtel, il en fait des aquarelles avec le souvenir des couleurs. Et puis peut-être parfois des années après, il en fera un tableau. Alors je vous montre quelques aquarelles comme ça, de Turner, où on voit très bien que là, on n'est pas du tout dans les vortex et dans la mise en scène théâtrale et romantique de Turner, on est dans l'observation, mais en même temps, ces observations font naître en lui des possibilités théâtrales, avec cet horizon placé très haut, le lien entre le ciel, partie nuage blanc et la neige en blanc, les avant-plans monstrueux également, cette neige qui glisse comme ça entre deux plans, parfois aussi les ravins, les crevasses, la fragilité de l'homme par rapport à ces espaces qui se referment au-dessus de notre tête, qui sont inatteignables en quelque sorte, ou alors ces neiges qui emprisonnent, qui cassent ici par exemple, et rien ne lui résiste, si vous voulez, devant cette vallée qui est là de l'autre côté du vide et du vertige. Mais il n'y a pas chez lui ici cette volonté, simplement c'est de l'observation. Par contre, dans ce tableau ici, eh bien, on a un tableau qu'il a réalisé quand il est à Londres, 8 ou 10 ans après son retour des Alpes, et même certains ont pu retrouver des aquarelles où des parties de ciel ici de ce tableau ne venaient pas des Alpes, mais en fait venaient d'une tempête qui avait eu lieu dans le Yorkshire 8 ans auparavant. Donc, vous voyez, il amasse en fait des documents chez lui, et à partir de là, il met en scène cette montagne et ce caractère sublime. Jacob de Lutherbourg, qu'on avait également vu dans les naufrages, montre aussi ces visions catastrophes, mais une fois de plus, avec un dessin beaucoup plus précis, mais mettant alors en place d'autres éléments, la monumentalité, donc le rapport entre la petitesse des personnages et puis la dimension du paysage, l'ombre très forte, la nuit presque, et puis les avant-plans sombres, les arrière-plans sombres, et puis au milieu, l'avalanche, extrêmement lumineuse. Donc, à travers ces contrastes, il y a vraiment cette énergie de la nature qui est présentée et qui déborde, bien sûr, la compréhension de l'homme. Alors, on peut se poser la question, abandonnons le XVIIIe, dire qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui se passe, par exemple, au XIXe siècle, où les paysages changent? Les paysages changent parce qu'entre-temps, s'est mis en place l'industrialisation et que certaines villes deviennent des villes monstrueuses, deviennent des villes apocalyptiques, avec les forges, avec les terrils et compagnie. Et c'est ici, par exemple, un tableau de Maximilien Luce, donc fin 19e, ou plus tard, Pierre Paulus. Ce ne sont plus les fumées des volcans qui sortent, ce sont les fumées des usines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un renversement de situation et que désormais, le sublime pourrait être créé par la création des hommes. C'est-à-dire que le paysage créé par les hommes deviennent responsables de ce paysage. Et c'est quelque chose qui va évidemment se préciser dans la seconde moitié du XXe siècle. Pourquoi? Parce que le pouvoir des hommes, c'est aussi le pouvoir de la bombe atomique. Il y a eu Hiroshima.
Mais en 1960, dans les années 60, il y a énormément de marches également, parce qu'on est en pleine guerre froide, et pendant la guerre froide, il y a des essais nucléaires qui se multiplient. Et Tinguely a alors l'idée de provoquer une explosion qui va être organisée dans un désert, c'est-à-dire dans un paysage qui est monumental, qui est impressionnant, il n'y a rien, c'est du vide, et au milieu de cela, il va placer toute une série d'éléments de la consommation, c'est-à-dire des chaises, des tables, un piano, etc. Il va mettre la dynamite dans différents endroits, et puis il va organiser ce déluge de feu et de fumée qui sera cet hommage qu'il réalise donc en 62. Je rappellerai pour certains, et peut-être pour les plus anciens, en tout cas, moi je me souviens très bien à l'Athénée avoir visionné ce film qui s'appelait La Bombe. C'est un film qui est paru en 1965 et qui expliquait en effet tous les désastres, toutes les conséquences de ces essais nucléaires. Alors il y a donc d'abord les essais nucléaires, mais à partir des années 70, au-delà de la bombe, il y a aussi tout ce qu'on a fait à la Terre et en quoi la Terre est en train de s'appauvrir, que les ressources sont en train de s'appauvrir. 73, c'est quand même la première crise pétrolière, premier signe d'alerte véritable. Et c'est à ce moment-là que Robert Smithson décide de déverser dans un paysage, une fois de plus, impressionnant des États-Unis, dans le Nevada, de déverser des tonnes et des tonnes de goudron. Pourquoi ? Goudron parce que pétrole, bien sûr. Rappelez cette tache, comme une tache de sang dans le paysage, ce pétrole qui bientôt manquera, mais aussi parce que Smithson est un passionné de géologie aussi, pour rappeler aux hommes que tout ce relief que l'on voit sur ces paysages monumentaux sont des paysages qui remontent à des milliers, des millions d'années, des milliards d'années, et que tout ça s'est formé progressivement par couches successives, et que son goudron, bien, il espère qu'un jour, il va appartenir à l'histoire de la Terre. De la même façon, disparition de la Terre dans cette spirale que j'ai déjà montré dans une autre conférence, je dirais simplement ceci, c'est que la mer, petit à petit, va engloutir cette spirale à cause du caractère salin d'abord, à cause simplement du poids, de l'effritement des minéraux. Il va y avoir cette disparition progressive, cette entropie finalement des énergies de la Terre. Certains artistes américains, surtout dans ces paysages, vont montrer aussi quelle est la démesure de l'homme. Vous voyez par exemple ici, Michael Heiser, double négative, 69-70, dans le Nevada toujours, où il va, avec des machines énormes, faire un travail parfaitement inutile. C'est-à-dire creuser la montagne, la creuser même au-delà de la vallée, ici, donc en 2 temps, et montrer au personnage qui est ici quel est à la fois son pouvoir, sa solitude, sa responsabilité, sa petitesse. De la même façon, Walter de Maria va provoquer des sensations de sublime, des expressions de sublime, en associant l'horizontalité de tout ce champ de tiges métalliques avec le hasard du temps, où en fait il attire l'éclair et il propose d'assister à ce spectacle. Il dira « J'aime les catastrophes naturelles, je pense qu'elles peuvent être la plus haute forme d'expérience artistique dont on peut faire l'expérience. » D'autres, au contraire, vont par rapport au sublime nous inviter, dans un paysage sublime, à observer une autre dimension de sublime, c'est-à-dire soit l'horizon, soit la nuit. C'est Nancy Holt, avec ces tunnels qui sont dirigés pour retrouver le solstice d'hiver ou le solstice d'été, et à l'intérieur duquel, vous voyez, quand on entre, c'est la nuit, et ce qui apparaît là, c'est en fait les différentes étoiles avec leur localisation et leur importance lumineuse relative, que le spectateur va pouvoir ressentir, vivre, alors qu'en point de mire, il a cette montagne. D'autres choisiront des moyens plus simples, je dirais. C'est Richard Long, par exemple, un Anglais, qui va faire de la marche cette expression du sublime, cette marche qu'il va rythmer aussi en déposant des roches comme cela dans des lignes très longues qui désignent un site particulier, une montagne particulière, qui est évidemment ce rapport à cette immensité, à cette rupture d'échelle. Alors, plus près de nous,
plus près de nous, c'est-à-dire grosso modo à partir des années 1980, au moment où l'écologie devient plus importante, mais aussi où on parle d'écocide et on parle d'anthropocène déjà. Eh bien, Peter Goin, par exemple, un Américain, est quelqu'un qui va d'abord réaliser des photographies. Ce qu'il faut dire, c'est que les peintres sont de moins en moins les personnages principaux pour représenter ce sublime, mais que cela va passer soit au niveau des constructions dans le paysage, on l'a vu avec le land art, soit par la photographie ici. Et donc, des photographies, mais des photographies dans un site particulier. En fait, cette photographie, il va en faire une série entre 85 et les années 90 sur un site dans le Nevada qui était interdit sur des milliers de kilomètres à la ronde parce que les Américains y avaient réalisé des essais atomiques entre 1951 et 1963. Et donc pour la première fois, il peut aller sur ce site et qu'est-ce qu'il nous montre? On n'est plus dans le volcan avec les montagnes, on est dans le creux, on est dans le contraire. Et dans le contraire, il n'y a pas ce feu bouillonnant que pouvaient nous montrer les photographies des Kraft, mais du sec, du rien, du vide, une ombre un peu menaçante sur la droite, et pour le reste, on tombe dans le rien. Et bien dans ce rien, on va voir que peut s'inscrire également la peur. Par exemple ici, Anish Kapoor, dans cette œuvre ici, eh bien, elle nous présente une sorte avec lenteur, un peu comme on peut voir avec lenteur un paysage de neige, avec lenteur, va faire sortir de cette salle à droite d'un musée, mais sans espoir d'espace, une espèce de train fantôme comme ça, qui avance extrêmement lentement, complètement recouvert d'une espèce de rouge sang comme ça, qui évidemment peut renvoyer également à la puissance de quelque chose qu'on ne nommera pas, mais qui en fait est en train de nous dominer. Alors le feu, en effet, puisque je parlais de cratères tout à l'heure, le feu, en quoi il va intéresser les artistes et les photographes plus récemment? Eh bien, ce sera davantage, non pas le feu d'un volcan, mais le feu créé par l'homme. C'est la déforestation, ce sont les feux qui sont créés pour l'agriculture, ce sont les feux qui dévastent complètement des paysages et qui sont ici photographiés par un certain Misrak. Quand ce n'est pas le feu, c'est la fumée. Alors ici, je crois qu'à la bibliothèque d'Erich Clair, on est particulièrement peut-être sensible à cette œuvre-ci de Parmigiani, qui au fond utilise le feu, mais davantage à partir du feu, la fumée. Et en fait, les livres que vous voyez ici, toute cette culture non essentielle, eh bien, elle est simplement fantomatique, elle n'existe plus, elle est le négatif de la fumée. La fumée, c'est ce qui est en gris tout autour. Et donc, il a retiré les livres et il reste ces fantômes. Donc, des visions finalement assez noires, mais aussi très impressionnantes, donc qui peuvent d'une certaine manière rejoindre aussi l'esthétique du sublime, comme du reste les photographies de Sophie Ristel-Huber. Elle n'a pas été photographiée, les combats de la guerre d'Irak, elle a été après. Elle a été après pour voir ce qu'était devenu la nature, les palmeraies par exemple, après cette bagarre. Qu'est-ce que l'homme avait été capable de faire? Eh bien, il a transformé un paradis en enfer. Mais cela avec les éléments verticaux comme ça qui se succèdent et qui donnent une ligne d'horizon qui est assez impressionnante. Ou alors, la colère de la mer. Qu'est devenue la colère de la mer? Eh bien, elle s'est retrouvée ici dans la photographie des Leisgen. Les Leisgen qui sont des photographes allemands qui avaient réalisé tout un ensemble de photographies qui s'appelait les Écritures du Soleil. En fait, ils suivaient la course du Soleil selon différents points de vue, et le résultat sur la photo, c'était une ligne qui était le mouvement de la Terre par rapport au Soleil, mais qui créait un signe. Ici, plus du tout. En fait, Barbara Leisgen s'est habillée de rose ici, et à la manière d'une Ophélie inversée, puisqu'elle est sur le ventre, est en train de se noyer dans une eau, qui est une eau belge en fait, pas très loin d'une usine d'aluminium, qui est une eau complètement polluée, et une eau de mort. Et voilà le constat actuel, tout aussi impressionnant que certaines images que nous avons vues précédemment. Ou alors ici, Kawamata. Il a réalisé cette œuvre à Metz après la catastrophe de Fukushima, en hommage à Fukushima. Après Fukushima, il y a eu aussi un très grand tsunami. Les choses ont été
emporté, eh bien lui, alors, il a créé un ciel avec tous ces objets. Donc vous retrouvez ici un fauteuil, là vous retrouvez un lit, là ici il y a une table. Tout ça, on se demande comment ça tient. Et le petit personnage, c'est vous cette fois, hein, qui traversons cela. On est véritablement menacé par, au fond, ce que l'homme a créé, c'est-à-dire ici une centrale nucléaire qui a été un peu désobéissante. Ou alors, tout à fait récemment, et ça c'est une exposition qui a lieu maintenant à la Fondation Thalie à Bruxelles, c'est un photographe français qui s'appelle Floch et qui a photographié les fonds marins. Les fonds marins, en fait, du côté de la Ciotat, du côté de Marseille, des Calanques, il a un accord avec des recherches scientifiques, un peu comme Wolf l'avait avec les géologues, et il va rendre compte, en fait, de ce qu'on voit lorsqu'on est au fond de l'eau. Ce que vous voyez là, en fait, ce ne sont pas les étoiles du ciel, c'est la pollution. Ce sont tous les éléments. Et donc là aussi, qui vient un peu, comme ça, s'appuyer sur notre tête, comme ça, s'apesantir. Au lieu d'avoir ce vortex que j'ai parlé tout à l'heure, on a cette fois cette espèce de poids par rapport auquel il semble bien que nous soyons assez impuissants. Alors, est-ce qu'il existe d'autres lieux de sublime? Eh bien oui, et ils sont présentés notamment dans des photographies monumentales réalisées avec une précision d'horloger par un certain Gursky. Et là, on trouve en effet d'autres lieux du sublime. Alors c'est quoi? C'est par exemple Los Angeles, la ville. C'est par exemple, par le système des répétitions, ces habitats. Tous les mêmes. Alors on cherche désespérément un personnage. Il y en a un là. Ah, chouette. Là, il y en a un autre. On a mis quelque chose sur le balcon. Mais pour le reste, il y a quelque chose d'étouffant, il y a quelque chose d'asphyxiant, il y a quelque chose de sublime. Ou alors ici, ça pourrait être un entrepôt d'Amazon, ouais, hein, où là on est complètement aussi submergé, non pas par les flots, non pas par le feu, mais par les objets de consommation. Ici un paysage complètement redessiné par les panneaux solaires, où là encore la foule, évidemment, désobéissant de la Corée du Nord. Alors ceci dit, les thèmes universels du sublime subsistent, ils continuent à nous interpeller. La mer continue à nous interpeller, la montagne aussi. Hein. Et voilà ici, par exemple, la mère de Tacita Dean, qui est une photographe anglaise, qui aime photographier les éléments qui, à la fois, relèvent de l'instantané, du fugace, et en même temps de la permanence. C'est-à-dire ces vagues, c'est vrai, lorsqu'on est sur un bateau et qu'on regarde les vagues, elles sont toujours là, et on ne pourrait jamais les immobiliser, mais elles sont aussi toujours la présence même de l'énergie de la mer qui est dessous. Ce n'est pas pour rien qu'elle appelait ça l'horizon. Ou alors Yann Fabre ici, qui nous emmène dans le pays des tornades, avec ses crayonnés bleus, qui étaient présentés chez Templon, dans la galerie à Bruxelles. Ou alors au contraire, une mer qui est extrêmement calme. Et un petit peu comme dans Kawamata, on a ce poids, ici on a ce poids de la mer, cette densité de la mer, extrêmement calme, avec cet horizon tout blanc, c'est Sugimoto, très minimaliste, rien ne se passe, et tout le danger peut être là. Peut-être là aussi, qui permet parfois, par des effets de lumière, d'inverser les processus. Du coup, on peut retrouver, comme chez Elinda Broterus, on peut retrouver aussi des signes, au fond, qui renvoient à Friedrich, ce que fait en effet Broterus. Elle renvoie chaque fois à des œuvres d'histoire de l'art, mais où, au fond, c'est vrai qu'on vit toujours, on peut toujours vivre ces moments de cette solitude, de cette réflexion, de ce wanderer, ce promeneur devant l'immensité, ici à nouveau d'une mer extrêmement calme. La montagne, oui, la montagne d'Axel Hutt, par exemple, ici, où on retrouve alors les éléments qu'on a pu voir dans la peinture du XVIIIe siècle, à la fois ces crevasses, ce lointain, ces espaces qui sont brouillés, mais aussi par d'autres moyens, cette présence de la neige et du glacier qui monte si haut dans l'horizon, qui forme un mur en quelque sorte, ou au contraire qui disparaît dans le brouillard.
Et puis, revenons vers ta citadine, une montagne où on retrouve ici cette fois l'idée du vortex, l'idée de cette énergie qui vient, qui se retourne, qui tourbillonne et qui nous entraîne. En fait de peinture, il faudrait peut-être citer, je vais en citer que deux, Thierry Cordier. Thierry de Cordier, peintre ostendais, qui ici nous donne la clé dans ce texte qui est là dans le bas. La montagne c'est la mer c'est la montagne. Et avec ça on a tout dit. On dit en effet que la montagne est née de la mer. On dit qu'en effet la mer c'est une immensité comme une montagne. Il la présente non pas comme un dieu à la Friedrich, c'est-à-dire blanc, au contraire, le blanc se trouve derrière, la montagne est noire. Elle reste menaçante, elle reste monumentale, elle reste inatteignable, elle reste un désir, en fait, peut-être, de conquête. Alors, que reste-t-il comme infini? Eh bien, peut-être, en effet, les étoiles, cet homme couché sur la terre, qui observe, au fond, ce qui est encore de l'ordre du sublime chez nous, même si, avec les conquêtes de Mars, etc., ce côté sublime est en train de nouveau de passer chez les scientifiques et les conquérants. Cette image du sublime qui peut effrayer, comme dans le film de Lars von Trier, Mélancolia, où une planète lointaine est en train de se rapprocher de la Terre et va fracasser la Terre, va rentrer en collision avec la Terre. Et trois personnages ici, dans cet abri tellement futile, tellement léger, attend en effet ce moment d'apocalypse, ce moment qu'on pourrait appeler de déluge, ce moment de fin du monde. C'est la dernière image que je vous montrerai pour cette conférence et je vous remercie.